Victoire du Hamas. Le 25 janvier 2006, sous la pression internationale, se tiennent les élections pour le Conseil législatif. Le scrutin, tenu sous occupation étrangère, a suscité une très forte mobilisation. Plus des 3/4 des électeurs se sont rendus dans le bureau de vote. C'est incontestablement une victoire pour la démocratie et la preuve que les Palestiniens y sont attachés. Et les quelques 900 observateurs internationaux ont témoigné de la régularité du scrutin. Les électeurs ont exprimé un double rejet, celui de la politique suivie par l'autorité palestinienne et celui du Fatah. D'abord, une condamnation de leur incapacité à créer des institutions solides, à éradiquer la corruption, à améliorer la vie quotidienne. Tout le monde en Palestine est conscient des contraintes d'une occupation qui se poursuit depuis 40 ans. Mais même en tenant compte de ces conditions, le bilan d'autorité apparaît négatif. Il est aussi dans le domaine des négociations avec Israël depuis les accords d'Oslo de 1993. Tout le pari de Mohamed Abbas, élu président d'autorité en janvier 2005, était qu'une position modérée de sa part relancerait le processus de paix. Il n'en a rien été. Ariel Sharon n'a rien offert à son nouvel interlocuteur. Le retrait unilatéral de Gaza s'est accompagné. C'était tout le but de la manœuvre, de l'accélération de la colonisation et de la construction du mur dit de séparation. Les barrages et contrôles continuent à rendre intolérable la vie quotidienne des Palestiniens. Le nombre de prisonniers politiques s'élève à environ 10 000, etc. Le processus de paix était mort bien avant les élections. Comme l'explique Amira Hass, la correspondante permanente du quotidien Haaretz dans les territoires occupés, connue pour ses reportages courageux. La victoire du Hamas a fleuri sur un terrain fertile. Les gens en ont assez des mensonges qui ont accompagné leur vie durant les 13 dernières années, depuis la signature des accords d'Oslo. Qu'Oslo signifie la paix, que la création d'une autorité palestinienne est une victoire, un symbole qui abolirait tous ces échecs, que l'autorité est un État. Le Hamas a su utiliser ces 3 atouts majeurs auprès de la population. Sa participation à la résistance, à l'occupation, son réseau d'aide sociale, le développement, le dévouement incontestable de ses cadres. Les électeurs ont-ils pour autant voté pour le Hamas parce qu'ils rejetaient toute paix avec Israël? Parce qu'ils souhaitaient plus d'attentats suicides? Non. Toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. La majorité de la population aspire à une solution fondée sur 2 États. Le Hamas, d'ailleurs, l'a bien compris, et il sait être pragmatique. Ainsi, alors qu'il avait refusé de participer aux précédentes élections, celles de 1996, sous prétexte qu'elles se déroulaient dans le cadre des accords d'Oslo, il a désormais modifié sa position, bien que les conditions n'aient pas changé. Il a aussi su nouer des alliances avec des notables locaux très respectés, accepter des chrétiens sur ses listes, gérer avec compétence les municipalités qu'il a conquises, etc. D'autre part, la plateforme politique qu'il défend durant les élections est bien différente de sa charte aux accents antisémites qui prône, comme celle de l'OLP dans les années 60, la destruction de l'État d'Israël. Il envoie plusieurs signaux affirmant qu'il serait prêt, dans certaines conditions, à se rallier à une solution fondée sur la création d'un État palestinien sur l'ensemble des territoires occupés en 1967. Et la violence, et les roquettes qui tombent sur la ville israélienne de Sderot à partir de Gaza.
Gideon Lévy de Haaretz s'interroge. Que se serait-il passé si les Palestiniens n'avaient pas tiré des Qassam? Est-ce qu'Israël aurait levé le blocus économique imposé à Gaza? Aurait-il libéré les prisonniers? Rencontré les dirigeants élus palestiniens et entamé des négociations? Stupidité. Si les habitants de Gaza étaient restés tranquilles, comme Israël l'espérait, leur cause aurait disparu de l'agenda, ici et dans le reste du monde. Personne ne se serait préoccupé du sort du peuple de Gaza s'il ne s'était pas conduit violemment. Notons que, entre le déclenchement de la seconde intifada et la fin de 2006, les tirs de roquettes sur Israël ont fait 5 victimes. D'ailleurs, le 27 juin 2006, après de fortes tensions, toutes les organisations palestiniennes, à l'exception du djihad islamique, signaient un texte appelant à une solution politique fondée sur la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël et limitant les actions de la résistance armée aux territoires occupés. Cet accord ouvrait la voie à la constitution d'un gouvernement d'unité nationale capable d'entamer des négociations de paix. Le lendemain, l'armée israélienne retournait à Gaza sous prétexte de l'enlèvement d'un de ses soldats, en réalité pour liquider le Hamas. Là aussi, l'action israélienne, faite de bombardements de centrales électriques et de ministères, d'arrestations de dirigeants politiques, de destruction de maisons et d'utilisation de civils comme boucliers humains, relève du crime de guerre. Le gouvernement suisse, dépositaire des conventions internationales sur le droit humanitaire, noté le 4 juillet 2006, qu'il n'y a pas de doute qu'Israël n'a pas pris les précautions requises par le droit international pour protéger les populations civiles et les infrastructures. Plusieurs mois d'action militaire israélienne à Gaza ne donneront aucun résultat et l'armée finira par se retirer en novembre 2006 sans que le soldat israélien capturé par les Palestiniens ait été libéré.